travaillais à France Soir et un jour, au cours d'une conférence, Pierre Lazareff, le patron, s'est plaint parce qu'il a dit on est nul, on est mal couvert sur les affaires militaires, c'est épouvantable, je ne sais pas quoi, on avait raté une information. Et alors, moi, j'avais repéré que dans Paris Jour, il y avait un chroniqueur militaire qui avait des tuyaux formidables. J'ai dit, mais je ne le connais pas, dit Pierre Lazareff, mais c'est le meilleur. Et Pierre Lazareff a pris contact avec lui et l'a engagé. Peut-être que je suis un militaire rentré, il y en a pas mal, des militaires rentrés, comme il y a des médecins rentrés, etc. Mais je me suis toujours passionné pour l'histoire. Et l'histoire militaire, c'est l'histoire qu'on peut raconter le mieux à la télévision. C'est beaucoup plus difficile de raconter à la télévision l'histoire diplomatique, parce qu'on voit des ballets de gens qui rentrent, qui sortent, on a des conversations relativement abstraites. L'histoire économique, c'est très très difficile aussi, parce qu'on fait des allusions, on montre des paquets de sacs et on dit c'est du blé. L'histoire militaire, elle se vit beaucoup mieux à la télévision. Donc, plus je me suis rapproché du journalisme, et plus j'ai fait de journalisme, et plus l'histoire militaire est apparue. Puis en plus, la guerre d'Algérie, rien comparable à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était une atmosphère de guerre, de conflit, avec des armées, une officielle et une clandestine. C'était donc à la fois triste et passionnant à vivre. Et voilà comment je me suis... Ensuite, en rentrant d'Algérie, j'ai fait l'Institut des hautes études de défense nationale, qui m'a donné un peu de théorie. Et donc, quand Henri est venu me trouver, si j'ose dire, j'étais mûr. On n'a pas seulement eu l'idée de faire d'abord une émission, puis si possible des émissions sur les batailles. Il faut dire que l'un et l'autre, nous étions journalistes et nous avions vécu une période de reportage sur des faits de guerre. Donc il y avait des sensations, nous, des souvenirs, une sensibilité peut-être particulière. Mais on a également, et je me souviens très bien qu'Henri a exposé tout de suite ce que l'on peut appeler la doctrine des grandes batailles, c'est-à-dire présenter une situation ancienne comme si elle était aujourd'hui. Prendre les archives comme si c'était les reportages, prendre les témoins comme si c'était les acteurs, et faire un commentaire comme si nous étions des journalistes sur le terrain. Et ça, c'est ce que peut appeler la doctrine des grandes batailles. Nous avons vérifié sa validité avec Verdun, qui était la première émission, et ensuite, peu à peu, ça s'est, je dirais, mis au point, perfectionné. Mais il y avait ça dans le projet tel que l'a exposé Henri, et sur lequel on est tombé tout de suite, naturellement, d'accord. On a tout de suite associé Daniel Costel. Daniel Costel est travaillé à l'actualité télévisée, dans les magazines, l'actualité télévisée, notamment dans un magazine qui s'appelait Panorama. Et nous l'avons associé à notre équipe pour Verdun et pour toute la suite. Le succès, chaque fois, nous portant d'émission en émission. En fait, j'étais pas réalisateur à l'époque. J'étais assistant réalisateur. Et je commençais un peu à tourner et je faisais des petits sujets pour le journal télévisé de l'ORTF, dont le rédacteur en chef était Jean-Louis Guillot. Et Jean-Louis Guillot, j'ai dû avoir avec lui une bonne demi-douzaine de conversations en 2 ans, à peu de choses près. C'est-à-dire que moi j'étais assistant et lui il était le patron. Et c'était un type assez dur, assez sec, assez impressionnant. On avait du mal à lui parler, on avait du mal à je ne sais pas comment vous dire, mais il y a des gens qui dégagent une espèce comme ça d'autorité naturelle qui les rend distants, vous voyez. Et donc j'ai réalisé 2-3 petits films pour le journal, pour le magazine Panorama aussi. Et puis un jour, dans mes fonctions d'assistant, c'est-à-dire en apportant le conducteur du journal à Jean-Louis Guillot pour qu'il le signe, il devait être 7h du soir, vous voyez, juste avant le journal. Guillot signe ce document et puis il me dit
avant de partir, il m'a dit « Asseyez-vous ». Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis viré, quoi. C'est la première idée qui m'est venue, quoi. Et bien après, il m'a dit et je voudrais vous dire quelque chose. Le général de Gaulle a décidé que nous allions faire un grand film sur Verdun, puisque c'est le 50e anniversaire et que c'est une bataille dans laquelle il a été blessé et fait prisonnier. Et vous savez, en un instant, j'ai pensé, mon Dieu, faites que je sois assistant sur ce film, que je puisse être assistant sur ce film. Et Guillaume m'a dit, je vous ai choisi comme réalisateur. Je crois qu'il n'y a pas une minute de ma vie où je n'ai pas été extraordinairement reconnaissant à Jean-Louis Guillot d'avoir eu ce geste extravagant, parce qu'il y avait des réalisateurs et que je n'étais pas réalisateur et qu'il avait quelque chose qui était une sorte enfin comme ça, de reconnaissance, de prescience, que je pouvais mener à bien une telle entreprise. Enfin, c'était extraordinaire. Je vous dis, aujourd'hui, 40 ans plus tard, je suis encore très ému parce que c'est ainsi que toute cette aventure, et puis celle des grandes batailles ensuite, a commencé. De Gaulle, enfin, le gouvernement en tout cas, avait décidé que le cinquantenaire de la bataille de Verdun ferait l'objet de grandes cérémonies. Et nous savions que, en effet, la télévision aime bien les anniversaires. Ce qui a un avantage, c'est qu'elle a des crédits pour célébrer les anniversaires. On n'a jamais pu faire ces émissions qu'à l'occasion d'anniversaires. C'est une manie de la télévision française. Il faut à tout prix qu'il y ait un anniversaire, ce qui fait qu'on les a faites dans un désordre incroyable. On a commencé par Verdun, ça c'était le plus ancien, et puis ensuite on a attaqué dans le désordre. Il n'y a jamais eu de série des grandes batailles. Aujourd'hui, il y a une série des grandes batailles qui est sortie en DVD et qui est sortie plusieurs fois à la télévision et qui ressortira probablement. Aujourd'hui, c'est une série de 13 films qui s'appelle Les Grandes Batailles. Mais il n'y a jamais eu, pendant les 7 années où nous avons fait ces films, il n'y a jamais eu de série des Grandes Batailles. Le premier film que nous avons fait après Verdun, c'était la bataille d'Angleterre. Et au moment où j'ai transmis la demande de générique à Jean-Louis Guillot, il m'a dit vous rajoutez au-dessus dans la série des grandes batailles. Je lui ai dit Jean-Louis, mais quelle série des grandes batailles? De quoi s'agit-il? Il m'a dit je vous demande de faire ça. Ne discutez pas trop avec Guillot. Bon, j'ai mis dans la série des grandes batailles. Et puis ensuite, ça a été un triomphe, la bataille d'Angleterre, ce qui a amené l'ORTF de l'époque à accepter qu'on discute de l'idée d'en faire une deuxième. Nous avons fait cette série des grandes batailles grâce à Jean-Louis Guillot, grâce à sa puissance, et on n'a pas eu l'impression qu'on faisait une série. On avait l'impression de se battre à chaque fois, de réaliser un exploit, de monter une grande bataille. Et pourtant, quand j'y pense, on a fait 13 grandes batailles en 7 ans. Le premier jour, Guillot me dit, et ce qui encore aujourd'hui me plonge dans une espèce comme ça d'émotion et de bonheur, il me dit vous allez réaliser Verdun. Bon. Le deuxième jour, je rencontre le patron des coproductions de l'ORTF, qui s'appelle M. Jacques Anjubot, qui me dit vous allez faire ça avec Pathé. Pathé, pour moi, c'était... Enfin, je suis un cinéphile de formation. Alors, Pathé, pour moi, c'était absolument comme si on parlait de Hollywood, quoi. C'était la même chose. Vous allez travailler avec Pathé parce que Pathé a une grande connaissance du 35 mm et des documents d'archives. C'est la première fois que j'ai compris que le film allait se tourner en 35 mm. C'est-à-dire, c'était un film de long métrage, de cinéma, quoi.
c'était quelque chose de... Pour moi, j'allais de merveille en merveille. Et puis alors, le troisième jour, donc, je suis allé chez Pathé, qui était évidemment tout de suite absolument dans un état d'effervescence formidable. J'ai été reçu, j'étais toujours assistant, il faut bien le savoir, et j'étais toujours tout à fait tout jeune et tout. Et je venais de m'acheter, parce que comme assistant, j'avais quand même gagné un peu de sous, alors je me réussi à m'acheter une vieille de chevaux. Donc, je suis arrivé avec ma vieille de chevaux chez Pathé, et là, j'ai été reçu par un personnage considérable qui s'appelait Roger Thiessé, qui s'appelle toujours Roger Thiessé, c'est resté un grand ami, et qui était le patron de Pathé. Alors on a évoqué un certain nombre de choses tout à fait importantes, comme le devis du film, qui était gigantesque, mon salaire, qui était misérable, enfin plein de choses comme ça. Et puis, le quatrième jour, donc, vous voyez, la succession, s'est passé un événement fondateur des grandes batailles, qui est Jean-Louis Guillaume m'a invité à déjeuner. Et nous avons été déjeuner dans un restaurant de Boulogne, je ne sais pas pourquoi, oui. Enfin, nous avons été dans ce restaurant, et il m'a dit « Comment voyez-vous le film ?» Et je lui ai dit « Vous savez, le plus grand metteur en scène du monde, pour moi, celui que j'aime le plus et qui pour moi représente tout ce que je peux aimer au cinéma, c'est Howard Hawks. Je ne voudrais pas du tout imaginer même de me confronter, de me comparer à Howard Hawks, qui est le plus grand génie du cinéma. Mais tout de même, un de ses films est particulièrement important pour nous. C'est un film qui s'appelle Sergent York. Sergent York, c'est l'histoire d'un héros de la guerre de 14 interprété par Gary Cooper. Et à la fin du film, Gary Cooper, qui a sauvé l'armée américaine et le monde d'ailleurs, et en détruisant un régiment entier allemand, parce que c'est un tireur d'élite, et il a fait, je ne sais pas combien, 500 prisonniers. C'est un fait d'armes réel. Le sergent York, Alvin York, est un des grands héros de l'armée américaine pendant la guerre de 14. Et alors Hawks, à la fin du film, montrait Gary Cooper dans le rôle de York, qui explique ce qu'il avait fait. Donc on était dans la tranchée, Gary Cooper disait, voilà, j'étais là, je suis sorti de la tranchée, il y a un Allemand qui est arrivé, j'ai pris mon fusil, je l'ai tué. Là, il faut vraiment les témoins soient à l'endroit où ils étaient. Vous avez été les premiers d'ailleurs à faire ça. On ne peut pas dire les premiers, je ne sais pas si nous avons été les premiers. En France, oui, en France, oui. On a été certainement parmi les premiers. Et de nouveau, on voit des films de montage et témoignage, mais où les témoins sont maintenant filmés devant un rideau noir, ce qui a sa force aussi, qui modèle les visages. Mais on sent bien que l'effort, les frais que ça entraîne, les difficultés que ça peut entraîner ne sont plus pris. Évidemment, pour prendre un témoin, il faut le convaincre, il faut le voir, il faut le convaincre, il faut le transporter, il peut ne pas vouloir venir seul, il faut peut-être l'accompagner, il faut l'assurer, etc., etc. Et ensuite, il est là. Non, c'est une idée qui a été absolument inimaginable à mettre en œuvre. Ça a l'air très facile de dire dans un bureau ou ici, alors on va mettre les témoins où ils étaient, mais quand on a fait la bataille du Pacifique et qu'il a fallu aller à Guadalcanal ou à Iwo Jima avec un témoin, la logistique, elle, a été beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, dès le début, dès Verdun, ça a été à mettre en œuvre l'objet de budgets considérables. Il fallait des budgets considérables. C'est aussi pour ça que ça a été si compliqué et si difficile de faire chacune des grandes batailles, parce qu'à chaque fois, c'était pas rien. Le désert, on a été à Bir Hakeim. L'Atlantique, on l'a plongé en sous-marin. Voilà, si vous voulez, à chaque fois, on recréait... si vous voulez, l'idée de Sergent York, c'est-à-dire qu'on recréait la situation exacte qu'avaient vécu les témoins.
Nous avons souvent vécu des moments très 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 émouvants aussi, avec des témoins qui revivaient des expériences très pénibles. Par exemple, on avait dans la bataille du Pacifique, nous avons ramené un Américain à Manille, où il avait été prisonnier des Japonais, et il avait fait ce que les Américains ont appelé la marche de la mort. Ils sont partis à, je ne sais plus combien, à 30 000 je crois, et ils sont arrivés 10 000. Enfin, ils ont semé 20 000 cadavres en cours de route. Et quand nous l'avons ramené à l'endroit où il avait vécu cela, il était prisonnier des Japonais par la suite, il s'est mis à sangloter. On a été obligé d'attendre une demi-heure. Il a pleuré pendant une demi-heure. On ne pouvait pas l'interviewer, il ne pouvait pas parler. On a été obligé d'attendre une demi-heure. Et puis, il faut qu'on soit exactement, enfin le plus possible, raccord avec les documents d'archives. Mais là, d'un seul coup, j'ai découvert le document d'archives. Alors là, ça a été comme si j'avais découvert la drogue, en fait. D'un seul coup, si vous voulez, j'ai découvert que il y avait une sorte de mise en scène du destin, de mise en scène de l'histoire qu'aucun réalisateur ne pouvait imaginer. J'avais devant moi